L'inflation, pour beaucoup, c'est une lésion économique. Non. Nous devons briser le caractère idéologique de la notion de l'inflation pour l'appréhender dorénavant comme étant avant tout un impôt. L'inflation, c'est d'abord un impôt. C'est un impôt susceptible d'agir comme une régulation, comme une possibilité de distribution sélective du crédit sain, comme une possibilité d'octroyer à l'économie les moyens financiers en quantité suffisante et bon marché pour vaincre la pauvreté en rendant possible une production de masse produisant des biens accessibles à la masse des consommateurs devant être à leur tour en masse des travailleurs salariés et bien rémunérés. Mon frère, regardons le monde. Vous avez parlé de la Banque mondiale, vous avez parlé du FMI, mais regardons comment fonctionne le monde. Je prends un exemple. Le Brésil, ce formidable pays est aujourd'hui la troisième puissance mondiale dans l'exportation de produits agricoles. Mais ce pays a accumulé pendant plus d'une décennie une inflation de développement de l'ordre de 50 000% en rythme annuel. C'est cette inflation du développement qu'on a appelée hyperinflation galopante qui a permis au Brésil de s'équiper au prix d'un impôt peut-être excessif. Mais aujourd'hui, le Brésil est la troisième puissance mondiale exportatrice de produits agricoles. Pourquoi aller loin? Rendons-nous aux États-Unis, le pays qui héberge la Banque mondiale et le FMI. Lorsqu'en 1980, on quitte la guerre froide, on parle aux États-Unis de la grande relance de l'économie américaine sous la férule du très républicain Ronald Reagan. Mais de 1980 à 1985, premier mandat de Ronald Reagan, le déficit budgétaire des États-Unis passe de 61 milliards en 1980 à 207 milliards de dollars en 1985. En PNB, c'est de 2,5% à 5%, avec une dette publique croissant de 13% par an. Ainsi, les républicains qui devraient équilibrer les comptes de l'État, qui ne devaient pas, par son système, sécréter un surcroît d'imposition, s'est relevé être l'architecte de ce qu'on a appelé aux États-Unis l'overdraft economy, c'est-à-dire l'économie des découverts, le déficit budgétaire expansionniste ou l'inflation du développement. Comment ça peut s'appliquer chez nous? Oui, je peux y arriver. Il faut analyser le rôle et la place de la monnaie dans l'économie d'un pays comme le nôtre. Acceptez que je sois un peu prolixe. Le 30 juin 1960, notre pays accède à l'indépendance et se dote d'un pouvoir monétaire national. Suivez-moi, je vous en prie. Mais depuis, cette monnaie ne sert et ne peut acheter que de biens produits à l'intérieur de l'économie nationale et nulle part ailleurs. Or, cette économie produit de moins en moins pendant que les besoins s'accroissent de plus en plus. Très tôt déjà, il fallait acheter quasiment tout à l'extérieur. Les pays devaient donc acquérir des devises. Des devises, le pays ne pouvait et ne peut toujours pas gagner par l'efficacité de son économie. Pour que l'économie gagne des devises, il faut qu'elle exporte.
Mais les pays produisant de moins en moins ruinent tous les jours toutes ces capacités d'exportation qui aujourd'hui est quasiment nulle. Gécamine est passé de 450 000 tonnes de cuivre à 10 000 tonnes aujourd'hui. Où trouver des devises pour survivre? C'est de cela qu'il est question. Il faut les emprunter. Tout au début, la communauté financière internationale nous a fait confiance en prêtant à l'État. Mais tout a été dilapidé et gaspillé. Aujourd'hui, loin de l'État, les bailleurs de fonds décident eux-mêmes du volume du prêt, comment intervenir, où investir, avec qui travailler. C'est le constat aujourd'hui. L'État congolais mis hors circuit, parce qu'aujourd'hui, les partenaires extérieurs travaillent avec les agences locales d'exécution qui sont parallèles à l'action publique officielle. L'État est donc mis hors circuit. Cet État accepte sa vacuité. Il accepte qu'il est inutile. Il croise les bras et exige l'aide budgétaire internationale pour sa propre survie. L'État congolais aujourd'hui est entré lui-même dans les circuits de l'aide. On aide la nation, mais on aide aussi l'État en tant que structure singulière à exister par l'aide budgétaire internationale. Et dorénavant, donc, l'assistance financière internationale ne vient plus en appui au système financier national pour améliorer le volume des fonds intérieurs disponibles pour l'investissement créateur d'emplois et moteur de développement. Si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. L'aide internationale remplace désormais et totalement la fonction de l'État en réhabilitant tous les 6 mois, tous les ans, les mêmes routes, les mêmes édifices, les mêmes hôpitaux, les mêmes écoles, les mêmes ponts. Il n'y a pas d'effet d'entraînement. On a supprimé la réflexion nationale et l'aide internationale est devenue la seule ressource, la seule réflexion et la seule action de la République. Donc avec ça, vous pensez, M. Didier Moumegui, qu'on ne fait même pas du surplace, mais on recule en fait. On s'annule, on s'efface, on disparaît, on s'approche de la fin d'un pays. Schématiquement, c'est comme ça qu'il faut poser la question du financement, du redressement du Congo. L'effort de redressement doit provenir du peuple comme effort social décisif pour y retourner dans un processus coopératif de financement de développement comme masse d'argent public destiné à financer l'amorce du développement en soutenant les entreprises privées, les initiatives privées, les logiques privées, et c'est tout l'essence du concept de l'inflation du développement et son embranchement opératoire qui est l'offre du crédit sain par les déficits budgétaires industriels. Pour revenir plus largement sur cette question de l'aide internationale, il faut ne surtout pas oublier que ce qui aggrave la misère des Congolais et ce qui enfonce les Congos dans le sous-développement, c'est d'abord et avant tout l'absence d'économie. Il n'y a pas de marché national. Savez-vous qu'il n'y a que 13 banques au Congo? 13 banques pour un pays de 2 345 000 km². Savez-vous que de ces 13 banques, aucune d'entre elles ne pratique des opérations de crédit et que toutes ces banques
n'exerce uniquement que des opérations de dépôt et de transactions. Savez-vous que seuls 35 000 Congolais possèdent un compte en banque sur 60 millions d'habitants, alors qu'en face, ici, à Brazzaville, ils sont 3 millions, mais il y a 90 000 Congolais d'en face qui sont détenteurs d'un compte en banque. Ce sont là les résultats d'une politique. Et cette politique a un nom, la bonne gouvernance. Nous nous inscrivons dans la radicalité parce que nous sommes convaincus que le redressement du Congo doit se faire de manière audacieuse, brutale et décisive. Monsieur Ndili Moumengi, en parcourant votre ouvrage, La révolution du bon sens, j'ai noté un autre concept pour rester dans le même ordre d'idées, s'agissant des districts industriels de quoi il retourne. Je regretterais beaucoup si je ne mentionne pas un fait. Je vais y arriver, le district industriel. Mais pour terminer avec ce chapitre du financement international de l'économie congolaise, il faut dire, et ce sont des chiffres qui sont réels, que notre pays est aujourd'hui catégorisé comme étant un pays PPTE, pays pauvre très endetté. Et au-delà du pays PPTE, il est en période post-conflit. Généralement, les pays post-conflit sont énergiquement pris en charge par la communauté financière internationale. Alors il y a un chiffre. Cette période est sériée pour 7 ans, de 2001 à 2007. L'ensemble de l'enveloppe prévue dans le cadre de ce qu'on appelle Programme minimum de partenariat pour la transition et la relance, la communauté financière internationale n'a su ou n'a pu mobiliser que 8,6 milliards de dollars pour les 7 ans de financement de la relance de l'économie congolaise. C'est à peu près quelque chose comme 1 milliard de dollars par an. Cette enveloppe, c'est l'effort de 23 bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. 23 pour 8,6 milliards de dollars. 8,6 milliards de dollars sur 7 ans, cela veut dire 21 dollars par an et par Congolais. Faisons une comparaison. L'Irak, qui est aussi un pays post-conflit, on lui ramène, la communauté financière internationale donne à l'Irak 508 dollars par an et par habitant. Au Kosovo, c'est 240 dollars par an et par habitant. En Bosnie-Herzégovine, c'est 211 dollars par an et par habitant. Et pourquoi cette discrimination? Mais pourquoi, je ne sais pas. Je constate et je me pose cette question simple. Que peut-on faire sur 7 ans avec 21 dollars par habitant et par an? Rien du tout. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'abord une réflexion. Et Congo, quantité négligeable vue de la communauté internationale. Non, il faut accepter que tout ce que la communauté financière internationale a pu mobiliser pour nous, c'est 21 dollars par an par habitant. Il faut accepter ces constats. Et il faut l'accepter comme un effort qui doit être accueilli comme un apport supplétif. L'argent décisif doit provenir de nos efforts. Voilà pourquoi je parle de la gouvernance intègre. La gouvernance intègre, c'est prendre à bras le corps le destin de la nation. C'est se dire que nous avons des objectifs et rien ne peut faire obstacle à notre désir de donner aux Congolais 3 repas par jour, une scolarité convenable,
des souhaits de santé acceptables. Rien ne doit faire obstacle à ces objectifs qui sont primitifs. C'est ça la gouvernance intègre. Et qui va entraîner la crédibilité de la RD Congo aux yeux de la communauté internationale. La question que nous devrions nous poser, ce n'est pas combien la communauté financière internationale peut mobiliser pour nous. De temps en temps, posons-nous cette question. Comment font-ils pour avoir autant d'argent? Comment font-ils pour chaque fois construire leur mieux-être? Comment font-ils pour que la croissance économique soit durable, permanente et exponentielle chez eux? Ils pratiquent les déficits budgétaires industrialisants. Ils pratiquent l'inflation du développement. Les États-Unis d'Amérique, c'est le pays le plus budgétairement endetté du monde. Alors que chez nous, ici, on pratique la politique de lutte contre l'inflation. On est dans un paradoxe, non? Vous commencez à comprendre maintenant. Vous commencez à comprendre, ça commence à venir petit à petit. Lorsqu'on observe avec lucidité le fait, on se rend compte qu'on est sur une mauvaise route. Et lorsqu'on prend conscience qu'on est sur une mauvaise route et qu'on a décelé une bonne route, il faut quitter la mauvaise route, prendre la bonne. Et la bonne, c'est la gouvernance intègre. Il faut avoir le courage de dire merci, vous avez réfléchi. Mais les contextes sociaux, économiques, intérieurs nous obligent à faire un constat simple. La bonne gouvernance a échoué. Il ne faut pas que nous accueillions la bonne gouvernance comme un talisman économique, comme un fétiche financier qu'on ne peut pas remettre en cause, même si l'évidence de l'échec est patente. Moi je dis non, osons réfléchir par nous-mêmes. Nous allons soulager les souffrances de la communauté internationale qui doit aujourd'hui non seulement chercher l'argent pour nous, mais réfléchir pour nous, mieux que réfléchir pour nous, mais exécuter des travaux pour nous. Et nos dirigeants viennent pour juste inaugurer. C'est honteux. Ce pays est le nôtre. Aimer ces pays, c'est réfléchir pour son relèvement, pour sa dignité, pour son prestige. Et c'est ce que nous faisons à la Ligue du Peuple. Alors, M. Dizemwengu, cet autre concept des districts industriels. Cela veut dire en termes simples, plus de districts ethniques. Mettons le cap sur les districts industriels. Le but, c'est d'introduire tout espace de vie nationale dans le cycle du travail productif et dans le jeu de la spécialisation et de l'échange structuré. Les districts industriels postulent une coordination de l'activité économique qui consiste à mieux préparer les hommes, à bien agencer les ressources, district par district, en vue de réussir une intégration économique soutenue par une gestion méthodique et rationnelle de toutes les potentialités productives du pays et de tous les espaces du Congo, économiquement et industriellement porteurs. Est-ce que les concepts de gouvernance intègre fait bon ménage avec l'esprit du NEPAD? La pensée NEPAD est généreuse, mais elle ne peut devenir efficiente et efficace que si au préalable les économies africaines se redressent. Ça veut dire chaque économie de chaque pays se redresse et le nouveau partenariat économique pour le développement viendra comme un appui pour montrer aux économies émergentes de l'Afrique des horizons nouveaux vers des marchés planétaires à conquérir. Donc il y a un travail intérieur primordial à effectuer. Voilà pourquoi nous disons, au lieu de recevoir, de recourir exclusivement à l'endettement extérieur, qui coûte cher, qui déresponsabilise l'État, qui infantilise la République, nous préconisons l'endettement intérieur, nous préconisons l'endettement endogène sous forme de crédit sain et de déficit budgétaire industrialisant. Cela veut dire quoi? Pendant 3 ans qui correspondent
au triennal de la sécurité alimentaire. Pendant ces 3 années de gouvernance intègre, nous allons décréter ce que nous appelons la marche des sacrifices pour éradiquer la pauvreté. Sacrifice d'abord au sommet de l'État. Aucun voyage pendant 3 ans, ni du président, ni du ministre, ni des mandataires publics. Pas de célébration de fêtes nationales. Aucune manifestation officielle. Aucune jouissance populaire aux frais de l'État. Pendant 3 ans, aucune dépense politicienne. Aucune dépense de prestige. Ça s'appelle austérité budgétaire. On serre la ceinture totalement. Ça ne s'appelle pas austérité budgétaire. Cela veut tout simplement dire la caisse de l'État et tous les francs du trésor public, rien que pour l'usine, l'industrie, l'école, le bateau de pêche, l'hygiène publique, les champs, la route. Pas de séminaires, pas de conférences, pas de voyages. Une seule chose, action. Ce n'est pas l'austérité budgétaire, c'est les déficits budgétaires industrialisants. Non à la bonne gouvernance, oui à la gouvernance intègre. Alors, M. Didier Mouingui, moi j'en étais encore à parler de l'esprit NEPAD par rapport à la gouvernance intègre. Est-ce que ça peut aller de pair? La gouvernance intègre ne peut que s'accommoder à tous ceux qui visent la production, la productivité du travail, les conquêtes de parts de marché dans l'économie mondiale. Qu'il est temps que nous fassions preuve de maturité dans notre pays, que nous sachions que l'action publique n'a de sens que par rapport au service qu'elle rend au peuple. Et c'est la création d'emplois, la confection tous les jours du progrès social qui est définitoire de l'action publique. Lorsqu'on sait qu'on est intègre et dans l'intégrité, nous allons oser l'inflation du développement pour mettre à la disposition de l'initiative privée, pour mettre à la disposition de l'investissement intérieur suffisamment de moyens pour que les objectifs fondamentaux de la nation soient accomplis en déant 3 ans. Et moi, je refuse que l'État congolais fasse semblant de gouverner et que nous-mêmes, nous fassions semblant d'être des citoyens. Je veux que l'État au Congo se mette au service du bien-être de chaque Congolais et que les Congolais cessent de faire semblant de travailler. Qu'ils travaillent dorénavant pour consommer, pour acquérir de biens produits par une économie qui distribue des pouvoirs d'achat et qui donne à chacun de nous des capacités de consommer, de s'instruire et de se soigner convenablement. C'est cela la gouvernance intègre. Parce qu'on ne développe pas, on se développe. Notre pays, de manière décisive, doit faire en sorte que tous les francs de la République soient mobilisés pour le salut du pays. Et que tous les temps des Congolais se consacrent au développement économique du Congo. Que les Congolais se mettent à travailler comme les esclaves de leur propre bien-être. Qu'ils produisent des biens en quantité plus grande et de qualité meilleure. Qu'ils orientent le plus possible l'effort productif vers le travail spécialisé et vers la recherche de la valeur ajoutée. Ainsi, nous aurions rendu possible la fraternité au cœur de l'Afrique. On peut croire, avec vous, que vous prônez les nationalismes économiques qui a échoué partout presque. Vous parlez du nationalisme économique qui a échoué partout ailleurs. Moi, je parle de la gouvernance intègre qu'on n'a jamais appliquée. Vous parlez du nationalisme économique qui a échoué partout ailleurs. Moi, je parle du crédit sain, du déficit budgétaire industrialisant, du district industriel, de l'inflation du développement. Ces concepts n'ont jamais été expérimentés.
C'est dont il est question ici. C'est une prise de conscience. Les problèmes sont congolais. Ils sont endogènes. Ils nous sont intérieurs. Croire que le moteur du règlement de la crise congolaise se trouve à l'étranger, c'est une aberration. Au début de notre entretien, je parlais de l'approche globale. Et j'ai dit, on ne développe pas, on se développe. C'est à l'intérieur de nous que nous allons puiser les ressources indispensables pour faire face à nos problèmes. Et que l'apport extérieur doit être appréhendé et accueilli comme une contribution supplétive qui rencontre une détermination intérieure, une volonté nationale d'aller en guerre contre le sous-développement et la pauvreté. Ce dont il est question, c'est comment le Congo peut reconquérir sa dignité en éradiquant la pauvreté par un effort national inflexible et ouvert aux apports extérieurs complémentaires mais non asservissants. Ce n'est pas un hasard que nous soyons au cœur de l'Afrique. Nous avons une mission. Cette mission, c'est conduire le continent noir. Nous avons tellement déçu que certains se sont crus en droit de nous agresser. C'était comme pour nous dire Congo, pays pilote, Congolais, peuple moteur, pourquoi vous dormez? Alors, réveillons-nous, debout Congolais. Tout un projet de société, hein, la révolution du bon sens. Monsieur Didier Moulengi, candidat à la présidentielle, on peut dire que c'est votre profession de foi. Je ne suis pas un carriériste. Je ne suis pas un situationniste. Je ne suis pas non plus et surtout pas un passionné des honneurs et des privilèges d'État. Si les idées que je développe ne recueillent que mépris, désintérêt et indifférence, j'en prendrai acte en prenant congé de la vie politique militante. Voilà pourquoi aujourd'hui, les yeux dans les yeux, je regarde mon pays et je plonge dans moi-même pour chercher les idées et le courage afin d'exécuter ma part de contrat de citoyenneté qui me lie à ma société. Je ne vois que la volonté de servir mon pays. Et je me permets de mettre sur la table de la République mon aptitude à réfléchir et à agir pour sauver mon pays sans tenir compte des catégories de pensées et des croyances communément admises. C'est cela, la rébellion des intelligences. Et je plaide par le bon exemple, sans crainte d'intimidation ou de menace. Je veux que ceci soit bien clair pour tous. Parce que chaque Congolais est copropriétaire du Congo, chacun de nous a une responsabilité personnelle de réflexion et d'action pour sauver ce pays en péril. Chers frères, je m'adresse aussi à tous les compatriotes congolais. Le suffrage que je sollicite, c'est la quête d'agrégation des idées que je développe. C'est la recherche de validation des solutions des crises, des solutions des sorties des crises contenues dans mon projet pour le Congo et rien d'autre. Je me considère comme un guerrier du redressement national en plein combat, comme un soldat du peuple. J'ai 3 fusils. Le premier, c'est mon plan de paix. Partenariat pour la paix et le co-développement dans la région des Grands Lacs et l'Afrique médiane. Le deuxième fusil, c'est mon programme d'action, nos engagements pour le Congo. Et le troisième, c'est la doctrine de la révolution du bon sens. C'est la dernière planche du salut pour le Congo, la révolution du bon sens, on va dire avec vous, pour conclure. Si je ne crois pas en la force de mes idées, je ne crois pas à
mon aptitude personnelle à être pleinement être humain. Si la prospérité est possible ailleurs, c'est parce qu'il y a eu des pensées autonomes et individuelles ailleurs. Pourquoi dois-je censurer mon cerveau? Ce que je fais, je demande à chacun des Congolais d'oser une réflexion personnelle pour le Congo, parce que le salut de notre pays réside entre le bras et le cerveau des Congolais et nulle part ailleurs. Le moteur du développement du Congo se trouve dans nos profondeurs et non à l'extérieur.